dans notre nouvelle émission La parole aux écrivains, dans le cadre de notre cercle Le Rendez-vous Rive Gauche, avec aujourd'hui Olivier Weber. Bonjour Olivier. Bonjour Christine. Alors Olivier, merci à nouveau d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie, bien sûr. Aujourd'hui, comme tu es un habitué de notre cercle, je souhaitais partager avec toi et nos amis une réflexion sur l'engagement humaniste, cette grave question, cette grande question, bien sûr, l'engagement humaniste qui met l'homme au cœur des valeurs, au cœur des principes. Et car nous savons qu'il est un grand journaliste, reporter de guerre, écrivain voyageur, romans, essais, récits, réalisateur de documentaires également, ancien ambassadeur auprès des Nations Unies. Alors, fort de ton expérience, depuis toutes ces années, tu témoignes de toutes ces zones d'ombre grise qui existent dans le monde. Tu nous permets de mieux le connaître aussi et peut-être aujourd'hui plus que jamais participer à le réenchanter. Alors, justement, à l'appui, nous allons, je rappelle, L'Enchantement du monde, publié chez Flammarion, donc un roman, et un récit et un essai-récit, Frontières, publié chez Paulsen. Alors, Olivier, donc, comme je disais, un grand sujet. Juste pour commencer, comment est né chez toi cet engagement? Comment s'est-il construit? A-t-il été inspiré? D'abord, c'est venu très très jeune, bien que je n'étais pas engagé du tout, mais l'envie de témoigner m'est venue très jeune en lisant. Enfant dans la montagne, surtout les livres de Cervantes et de Goethe. J'ai eu la chance d'avoir ces livres dans leurs éditions françaises, mais aussi originales, en espagnol et en allemand, et ça m'a enchanté littéralement. Et j'ai voulu mélanger deux envies, on va dire, c'est écrire et voyager. Et je ne sais pas dans quel sens. Peut-être voyager d'abord et écrire ensuite, ou d'abord écrire pour imaginer et voir ce qu'était le réel. Et bien sûr, ça s'est traduit très vite lorsque j'étais grand reporter, surtout reporter de guerre, par l'envie de témoigner. Évidemment, quand on voit les tyrannies s'exercer, des barbaries massacrées et bien sûr des victimes sur le terrain, on a envie de témoigner. Et quelquefois, la neutralité, entre guillemets, bien qu'elle n'existe pas totalement, cette neutralité objective, elle est plutôt l'émanation d'une subjectivité d'individus qui témoignent ou qui écrivent ou qui peignent, etc. Donc bien sûr, ce sont nos émotions, nos impressions, nos sentiments qui prévalent et qui sont véhiculés par ce que l'on peut produire et écrire, notamment par la littérature ou le grand reportage. Et donc, à un moment, on se dit, ça ne suffit pas. C'est un peu le syndrome qu'ont vécu certains reporters de guerre, qui sont nos grands frères, nos aînés, comme Hemingway, Malaparte, Dos Passos, Jack London, bien sûr, Joseph Kessel et bien d'autres, Vassili Grossman, John Steinbeck même. Et à un moment, ils se disent, mais écrire quelques pages pour un journal ne suffit pas. En fait, il faut aller plus loin. Et aller plus loin, ce n'est pas forcément une question de longueur, c'est aussi une question de nature. C'est-à-dire le roman, la fiction peut permettre à mieux interpréter ou à transcender le réel. Voilà, bon, pour moi, c'est venu comme ça, c'est venu très jeune enfant, c'était presque une promesse, en tout cas un vœu. Et puis, deuxièmement, par le terrain, ça s'est, comment dirais-je, consolidé au fur et à mesure. Voilà. Et alors, les voyages, quand tu voyages, alors, quand tu voyages, c'est que tu vas sur le terrain comme témoin, tu recueilles les témoignages, tu vis avec le peuple, c'est plus une rencontre avec la société civile quand tu pars. Oui, c'est un travail d'immersion à la fois pour les romans, les récits, les essais, mais aussi les reportages, évidemment. Et parce que j'en ai besoin, c'est-à-dire même si j'écris un roman historique comme L'Enchantement du monde, qui est grosso modo un roman qui se passe au XVe siècle, c'est l'histoire du peintre Bellini, qui était un grand peintre de Venise, si ce n'est le plus grand peintre de Venise au XVe siècle, donc, et qui est invité à la cour du sultan ottoman, Mehmed II, qui a conquis Constantinople contre les chrétiens en 1453, et qui était un jeune empereur très intelligent, et qui a enfreint un tabou, qui était l'interdiction de se représenter à son image et donc évidemment d'être mis en portrait de peinture. Et là, il demande à Bellini de venir. Et pour moi, c'était d'abord l'expression d'une histoire vraie. Je l'ai romancé, j'en ai fait
un roman d'intrigue et aussi un roman d'amour, et puis aussi un roman d'aventure maritime en Méditerranée, qui est presque une parabole sur ce qui se passe aujourd'hui, la lutte contre le fanatisme, la lutte à l'intérieur même de l'islam contre Daesh, l'État islamique et autres mouvements extrémistes. Et voilà, donc j'ai voulu parler de la concorde entre les deux ou les trois religions du livre à l'époque, au XVe siècle, entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Et il faut s'emparer du réel justement pour peut-être mieux, non pas réenchanter le monde, mais à ce moment-là, l'interpréter. Et voilà, donc moi, j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe là-bas pour écrire ici. Mais en même temps, comme je peux vivre de ma plume, pour certains romans, je ne suis pas obligé de voyager parce que j'ai tous les éléments, je connais déjà la situation, ou avec les 50 livres que j'ai lus. Là, j'ai lu à peu près 50 livres pour l'Enchantement du monde. Et pareil pour le roman sur l'auteur de Don Quichotte, Cervantes, qui s'appelle Le Barbaresque. Mais Voilà. une fois que vous avez lu ces 50 livres ou ces thèses d'État, vous vous en débarrassez pour mieux vous imprégner justement de la vie des personnages. Vous êtes emmené par vos personnages, mais en même temps, on est dans le réel. Et ce que je veux dire, c'est que je pourrais rester tout le temps à Paris ou dans ma montagne pour écrire. Non, j'ai besoin d'aller en Afghanistan, au Kurdistan, en Irak, je reviens de Syrie, pour témoigner d'une part, mais aussi pour être avec les citoyens du monde, je ne sais pas, ou les Syriens, ou les Africains, etc. On fait partie quand même d'une grande chaîne et je crois que la compassion est importante, surtout en ces temps, puisque nous sortons d'une période étrange et floue qui est loin d'être finie. Alors justement, quand la littérature participerait donc, bien sûr, j'y adhère, à cette entente du monde. Euh, Simplement aller en tant que reporter, aller comme témoin, je dirais factuel, le réel ne s'appréhende pas de la même façon quand on essaye d'y rajouter une certaine fiction. On a besoin de cet imaginaire pour essayer de comprendre ce monde. Oui, je crois beaucoup. Alors, on peut rester au stade des faits bruts, entre guillemets. Encore une fois, il y a une interprétation, en tout cas une implication Oui, du témoin qui va rapporter, d'où le mot d'ailleurs to report, oui, d'être grand reporter de guerre. Il y a quand même donc évidemment une interprétation, une hiérarchisation de ces faits, de ces événements. Mais je pense qu'avec l'imaginaire, avec la fiction qui s'empare du réel, on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on peut davantage expliquer certains mécanismes de l'histoire et même au-delà même de l'historique, comprendre les personnages, la nature humaine, la condition humaine, peut-être aussi une partie de la destinée, du fatum de l'humanité. Et je crois beaucoup à ça. Et deuxièmement, alors là, je me place de l'autre côté du miroir en tant que lecteur. Je suis toujours très, très ému quand je suis à Calcutta ou au Mexique ou au fin fond de l'Amazonie que de voir des autochtones, enfin des gens du cru, lire des livres dans leur langue ou dans d'autres langues. Et ça m'émeut beaucoup parce que je me dis, ben, cette personne qui n'a pas forcément beaucoup de moyens a tout d'un coup un ami et tout d'un coup un viatique, c'est-à-dire un passeport pour rentrer dans un pays fabuleux qui s'appelle la littérature, qui est pour moi un pays sans frontières. Alors évidemment, il faut savoir lire et écrire, mais je suis vraiment fasciné par ça. Et le roman vous emmène. Le roman vous crée de l'amitié, certes, mais vous créez aussi une certaine adéquation au monde. Je prends un exemple d'un grand roman, ça peut être Le Rouge et le Noir, ça peut être Martin Eden, ça peut être Vie et Destin de Vassili Grossman, un grand roman que vous lisez à 10 ans, que vous relisez à 20 ans, que vous relisez à 30 ans, que vous relisez à 40 ans, n'aura pas la même signification, ne va pas vous parler de la même manière. Les personnages ne seront pas dans la même osmose ou la même harmonie ou désharmonie avec vous que la décennie précédente. Et ça, c'est la marque du génie, ça, c'est la marque des grands romans. Et ce que je veux dire surtout, c'est qu'on a différents niveaux de lecture, différents niveaux d'entente d'une musique. Peut-être qu'on entend davantage le hautbois ou la trompette ou l'ensemble, ou peut-être qu'on est pas du tout sensible au piano ou moins au violon, compris pour les questions d'ouïe d'ailleurs. Et la littérature, c'est la même chose. Et je crois beaucoup à ça. C'est comment on vous emmène aussi vers l'explication du réel à travers la fiction. Et moi, je crois beaucoup à ça. Alors, est-ce qu'on est dans l'extra-fiction? Est-ce qu'on est dans l'au-delà du réel? Ou est-ce que le réel est imprégné dans la fiction? Ou l'inverse? Il y a différentes, là aussi, grilles de lecture. Mais je pense que la littérature de fiction, donc d'imagination, encore de beaux jours devant elle. moi je le pense également. Alors c'est vrai que ça s'inscrit dans une tradition, mais toi qui voyages beaucoup, qui as beaucoup d'expérience, aujourd'hui précisément, quand
nous pensons à toutes ces questions humanitaires, par exemple. Quand on pense à la place de la femme aujourd'hui, tu confies souvent, puisque tu reviens du Kurdistan, le fait de se déplacer, évidemment, tu es témoin d'une certaine évolution ou pas. Peut-être que ça ne bouge pas. Comment aujourd'hui, nous devons recevoir cette information pour essayer de se représenter, surtout après tout ce que nous venons de vivre et nous parlons de nouveaux mondes. Comment nous qui ne voyons pas comme toi, pouvons-nous nous représenter cette évolution? Alors, la question est complexe. Je crois d'abord qu'il faut rester très très modeste par rapport à ce que peut devenir le monde. En tout cas, ce que je vois de par le monde, c'est beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir. Et je suis fasciné de voir, je m'y attache à chaque fois, qu'au-delà même des États, existe bien sûr cette fameuse société civile. Grosso modo, pour aller vite, hein, ce sont les ONG ou l'humanitaire, mais pas que. Hein. On va vers l'humanitaire de développement, l'humanitaire de protection, l'humanitaire ou la société civile de lutte pour la protection de l'environnement. Et que je sois au Mexique avec des femmes qui s'occupent des desaparecidos, c'est-à-dire des disparus à cause de la lutte des cartels. Souvent, ce sont les cartels qui commettent beaucoup de crimes entre eux et d'exécutions. Et évidemment, les mères s'inquiètent pour leurs enfants. Que ce soit à Kaboul ou au fin fond d'Afghanistan avec une femme médecin qui s'occupe de mère-fille, de fille-mère, qui ont un enfant, c'est totalement haram, donc interdit là-bas, et qui tombent dans la drogue dure, c'est-à-dire l'héroïne afghane, qui est très très peu onéreuse là-bas. Elle coûte un demi-dollar la dose, alors qu'elle en coûte 30 à 100, voire 200 dans les pays occidentaux. Et ou au fin fond de l'Inde, avec des comités de quartier dirigés par des femmes, je suis fasciné par cette puissance, entre guillemets, ou plutôt ce maillage dans le monde de la société civile. En fait, ces milliers d'ONG, très souvent dirigées par des femmes. Et là, encore une fois, c'est un sujet romanesque, mais j'en ai fait des documentaires, j'en ai parlé dans certains romans, mais aussi dans certains livres comme Frontières ou Le Grand Festin de l'Orient ou La Route de la Soie. Et pour moi, c'est un gage d'avenir. Pourquoi? Parce que grosso modo, vous avez trois piliers qui dirigent le monde. Il y a les États, il y a ce qu'on appelle les OI, c'est-à-dire les organisations internationales de type ONU et les satellites onusiens, mais pas que, ou le Conseil de l'Europe, l'Union européenne. Et puis après, les acteurs non étatiques. Et dans les acteurs non étatiques, vous en avez deux. Un qui est très négatif, qui est en fait le crime organisé, donc la mafia, grosso modo, pour faire court, y compris les cartels de la drogue, et de l'autre côté, la société civile. Et les sociétés civiles de certains pays opèrent ou se créent, encore une fois très souvent créées par des femmes, quand l'État ne peut plus faire grand-chose. Alors est-ce que ça suffit? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce maillage à travers le monde de ces milliers d'ONG, moi j'en connais des centaines, du Sud, de Madagascar à l'Afrique du Sud, pour vous donner plein de cas aussi dans les townships, donc les ghettos de Johannesburg ou du Cap. C'est extraordinaire, pour moi c'est prometteur. Et c'est vraiment aussi une source d'interpellation, donc il y a l'action concrète. Deuxièmement, l'interpellation des États par ces ONG, encore une fois par ces femmes créatrices et directrices de ces ONG. Et puis troisièmement, ce que nous, ici ou là-bas, on peut se poser comme question à travers le travail de ces ONG. Comment elles nous remettent en question? Parce Oui, que c'est simplement la vie quotidienne, c'est du comité de quartier, c'est aussi la sécurité, et c'est bien sûr la lutte pour la protection de l'environnement, ou la lutte pour l'accès aux médicaments, ou la lutte pour une meilleure alimentation. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant parce qu'on est dans ce qu'on appelle l'advocacy, c'est-à-dire le plaidoyer. Ça passe par les médias, ça passe beaucoup également par la littérature. Et là où je suis assez optimiste, c'est que il y a une grande partie de la jeunesse quand même dans les pays occidentaux et dans les pays du Sud qui s'empare de ces thématiques pour le faire valoir dans les écoles, pour les faire valoir dans les familles, mais aussi pour les faire valoir dans le domaine artistique. Ça passe par la peinture, ça passe par la littérature, ça passe par le cinéma et bien sûr par tout ce qui est média. justement, j'allais en parler des jeunes parce que c'est quand même une puissance importante. Mais par rapport justement à ton essai sur les frontières, aujourd'hui, n'y aurait-il pas une crispation par rapport pour que justement toutes ces informations véhiculent? Comment ça se passe quand on imagine une frontière? Bon, on imagine un passage, mais pas que. Peut-être une impossibilité de véhiculer certaines idées ou certaines autres Oui, choses. alors, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, en fait, je sortais de 2 ans à 3 ans d'écriture du roman L'Enchantement du monde, qui ne m'a pas empêché de voyager entre-temps, mais je voulais vraiment
commencé à voyager. Et puis, j'ai eu cette idée que de voyager depuis les montagnes entre l'Iran et l'Irak, puisque l'Irak est en partie un pays montagneux, jusqu'à Menton, enfin à 20 000 côté italien, mais sans rentrer en France, pour voir ce qu'était à travers une vingtaine de pays, en passant par la Turquie, le Pakistan, la frontière afghane, d'autres pays de par le monde, l'Amazonie avec le Brésil et d'autres pays limitrophes, et le Maroc et autres pays, ce qu'est une frontière. Et j'ai abandonné mon doctorat de droit international sur les frontières, j'ai abandonné ma modeste expérience en matière de diplomatie et d'ambassadeur pour essayer de comprendre ce qu'est une frontière à travers les gens qui la traversent, qui y travaillent, qui la transgressent, comme moi. Quand j'étais grand reporter, j'ai franchi des dizaines de frontières clandestinement, mais pas que, c'était aussi quelquefois officiellement. Et c'est fabuleux parce que en prenant dans mon sac aussi des maîtres en littérature que sont Nietzsche, Cervantes, Rimbaud, Dos Passos, Steinbeck, etc. J'ai voyagé avec eux et à chaque fois qu'il y avait une frontière, je parlais de leurs écrits, qui étaient en adéquation avec leurs écrits. Bien sûr, je finis avec Nietzsche à côté de Menton, donc du côté italien, parce qu'il aimait passer cette frontière à pied et puis aller à Menton ou à Aix-sur-Mer par le sentier devenu le sentier de Nietzsche. Et ce que me racontent ces humanitaires, ce que me racontent ces migrants, ce que me racontent aussi des personnages beaucoup moins négatifs, beaucoup plus négatifs, pardon, que sont les policiers véreux et les douaniers corrompus, esquisse une sorte de modèle d'architecture des frontières, avec bien sûr le côté littéraire de mes amis écrivains voyageurs. Et c'est plein d'anecdotes parce que ça ne s'est pas toujours très très bien passé à la frontière afghane ou en Iran ou au Pakistan, etc. Mais voilà, j'ai voulu voir à travers leurs yeux. Alors, ce n'est pas du tout une critique des frontières. Je dirais que c'est presque un éloge des frontières. Je donne un exemple. J'étais au Maroc dans la nuit, dans ce qu'on appelle le Djebel et les ghettos, donc les villages clandestins habités par les Africains. Et chaque nationalité africaine a son village. Les Camerounais ne se mélangent pas avec les Nigérians, etc. Et ils regardaient les frontières, la frontière espagnole, européenne, de l'autre côté. On était à 1400 mètres d'altitude, en pleine nuit. Et ils me disaient, mais regarde, on voit les lumières du Nouveau Monde, c'est magnifique, et ça, ils appellent ça le Nouveau Monde pour eux, les frontières d'Algésiras, du côté espagnol, etc. Et ces mêmes jeunes Africains qui étaient porteurs d'espérance, l'un voulait être médecin, l'autre voulait passer le bac, l'autre voulait lutter pour la démocratie au Sud-Soudan, etc. Et ils me disaient, mais nous, on veut des frontières. S'il n'y a pas de frontières, si on plaide pour l'abolition des frontières, ça veut dire renforcer la loi du plus fort, des dictateurs africains ou autres. Et c'était étonnant d'ailleurs, parce que je m'attendais évidemment à un autre dispositifs et d'autres arguments, et ce sont eux qui m'ont nourri justement de cette nécessité d'avoir des frontières. Alors après, on se fait évidemment une idée par rapport à ce que j'ai pu récolter comme témoignage. Encore une fois, c'est pas un livre, c'est pas un reportage, au contraire, c'est plutôt un essai littéraire en compagnie de ces grands voyageurs que j'ai cités tout à l'heure. Mais voilà, je me suis vraiment remis en question en refranchissant légalement et illégalement toutes ces frontières jusqu'à arriver donc à la frontière française. Alors, c'est encore une histoire de rencontre, hein. L'écrivain Olivier Weber rencontre le peuple. C'est là que se trouve l'avenir, c'est l'espérance en allant vers ces peuples, en allant vers l'autre. C'est ainsi qu'on pourrait définir aujourd'hui un idéal d'espérance pour changer, participer au mouvement de changement de ce monde. Oui, alors je reste modeste, hein, je ne pense pas que nos livres peuvent changer le monde. En tout cas, en tant que lecteur très jeune, depuis l'âge de 6-8 ans, je crois que les romans m'ont beaucoup inspiré d'une part et ont véhiculé énormément de valeurs. Et même si ce ne sont pas les valeurs de l'auteur, il y a une sorte d'osmose, c'est-à-dire que les lecteurs peuvent puiser dans un roman ce qu'il veut y chercher, ou ce qui est potentiellement en adéquation avec son propre moi. Et c'est une maïeutique et un art de l'accouchement presque socratique qui est extrêmement intéressant, parce que justement dans les personnages, y compris négatifs, y compris dans des héros qui sont pas tout à fait tournés vers la bienveillance ou pas tout à fait tournés vers la malveillance, ou les deux, qui incarnent cette part maudite dont parlait Georges Bataille, eh bien on peut faire son marché en quelque sorte. Et moi je fais, c'est pas un métier pour moi, c'est une vocation encore une fois depuis l'enfance. J'écris depuis très très jeune parce que j'ai envie d'être un passeur. J'ai beaucoup appris de ces maîtres, j'ai beaucoup aussi appris de ces enseignants qui m'ont donné ces livres dans les mains. Et ce sont des métiers ou des vocations de passeurs. Qu'est-ce qu'on fait d'autre que de passer une flamme, de passer une passion, j'allais dire.
et on apprend, et moi j'ai envie aussi de véhiculer quelque chose. Et je donnais un autre exemple, j'étais en tournée pour mes livres à Madagascar pendant 15 jours, et je donnais des conférences dans les universités, dans les instituts français, dans quelques lycées. Et j'ai reçu à mon retour, très longtemps après, grâce au professeur, une vingtaine de lettres de jeunes malgaches qui me disaient, mais monsieur, alors ils avaient entre 12 et 15 ans, voire 16 ans, ils disaient, monsieur, on a failli arrêter notre scolarité. Ils étaient déjà un peu en retard, cinquième, quatrième, troisième. Et on l'a poursuivi parce que vous nous avez fait espérer pour nous-mêmes. Alors, je leur ai parlé un tout petit peu de moi, mais beaucoup d'eux-mêmes. Je leur ai parlé du commandant Massoud, de l'Afghanistan, de l'espérance, etc. Et de ce que peut porter, de ce que peut apporter la culture et le livre. Et je leur ai raconté ce que me disait un professeur de biologie de Bénarès en Inde, qui est un Indien, qui est un brahmane et un prêtre, en fait, hindou. Et ce que me disait ce prêtre hindou, ce brahmane, il me disait Dieu, quel qu'il soit, le Dieu des chrétiens, le Dieu des juifs, le Dieu des musulmans, le panthéon hindou, Dieu, quel qu'il soit, a mis dans chacun d'entre nous une étincelle. Et dans vous également, il a mis une étincelle. Et je dis ça aux enfants. Je le dis en banlieue en France, je le dis à Johannesburg, je le dis ailleurs, je le dis à Kaboul. Et très souvent, on me regarde avec des yeux étonnés. On me dit, moi aussi, moi qui suis pauvre, moi qui suis presque esclave, oui, toi aussi, tu peux. Tu peux. La flamme est en toi, l'étincelle est en toi. Prends-la, prends-la, tu as une chance. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et je dis ça, alors évidemment, je parle de mes livres, souvent de mes romans, mais c'est plus un vecteur qu'autre chose. Et rien que ce retour de la part de ces jeunes élèves, cette vingtaine de jeunes malgaches qui m'ont écrit, ben, je me dis, voilà, Olivier, tu as fait le job, ça a pu marcher. Donc voilà, le livre sert à ça également, à passer l'espérance. Même si on est dans un monde, évidemment, où il y a la tyrannie et la barbarie qui n'est pas rose, au contraire, hein, je ne vais pas du tout être candide. D'être grand reporter et reporter de guerre, écrivain, vous rend aussi à la fois porteur d'espérance et adepte de la fraîcheur. Il faut qu'on ait un regard de fraîcheur, mais aussi cynique quelque part, parce qu'on sait de quoi est composé le monde. En tout cas, il y a quand même de l'espérance. Il y a de l'espérance qui donnerait une certaine définition de la spiritualité aujourd'hui, parce qu'on essaye de la définir, cette spiritualité, en rassemblant toutes ces forces, toutes ces puissances humaines, justement, et en essayant de les respecter. Ce serait aussi une définition de la spiritualité? Oui, je crois beaucoup à la spiritualité et on a tous un besoin d'élévation de l'âme en soi. Oui. Et ça peut passer par différents vecteurs. D'abord, évidemment, on a contre soi cette capacité souvent arrogante de maîtriser le temps, alors que c'est le contraire, c'est le temps qui nous maîtrise. Le temps de concentration moyen d'un pays occidentaux, il est moins de 30 secondes maintenant. C'est-à-dire, au bout de 30 secondes, on est dévié en moyenne vers un réseau social ou autre chose, vers une autre page d'ordinateur. Et donc, c'est très dur de se concentrer. Et finalement, on s'est désappris soi-même à maîtriser le temps. Et je crois que c'est important de faire l'éloge de la lenteur et l'éloge de l'élévation de l'âme. Et ce n'est pas forcément une spiritualité religieuse. Je Exact. plaide pour une spiritualité laïque, qui n'est pas forcément porteuse de credo religieux, de croyances, de canons. En tout cas, ce besoin d'élévation de l'âme est extrêmement important. Alors, ça implique aussi ça peut être paradoxal ce que je vais dire, une sorte d'aller-retour entre l'ego, au sens non pas narcissique du terme, au sens philosophique et grec du terme, et la société, le clan, les tribus, les autres, l'humanité, et qui est un aller-retour de compassion. Et ça veut dire aussi apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à s'écouter, et peut-être être moins justement dans l'égocentration, dans l'hypercentration. Et ça veut dire aussi se décentrer, mais en même temps s'écouter. Et cet aller-retour, cette osmose, cette synergie potentielle qui existe, ça peut être une empathie tout à fait spirituelle, que je ne pourrais pas qualifier de virtuelle, mais on n'en est pas loin, elle est importante, elle est vitale même. Il faut être en compassion avec le monde. Et justement, pour mieux décrier les tyrannies, la barbarie, aussi tout ce qu'on fait, le saccage sur l'environnement, puisque l'homme est non seulement un homme qui est capable de tuer sa femelle, comme disait Jack London, mot qu'a repris mon ancienne professeure d'ethnologie Françoise Héritier, mais il tue aussi son nid, il détruit son nid. Oui. Et ça, c'est très important pour les générations futures. Et je crois qu'il faut être capable de générosité, donc de sacrifice pour soi-même, en tout cas de remise en question, pour ne pas sacrifier les générations précédentes. Et ça aussi, c'est une compassion. On a trop souvent tendance à voir la compassion, l'empathie dans l'espace, qui est déjà énorme, dans l'espace géographique, et donc humain, ethnologique. Mais il y a aussi une autre compassion qui est importante, c'est la compassion pour demain, la compassion pour transmettre à d'autres générations qui existent ou qui n'existent pas encore. Sachant que finalement, ces dernières générations ont assez bien profité, malgré les guerres, mais si vous regardez
finalement les nombres en proportion de la population mondiale de victimes de la guerre, il y en a beaucoup moins dans ce siècle-ci, de siècle précédent qu'auparavant. On massacre moins, grosso modo. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas minimiser, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres guerres à venir. Il faut être extrêmement prudent là-dessus. Il faut contrôler les États et les organisations internationales et les tyrannies potentielles. Mais en même temps, il faut avoir en tête aussi cette profondeur de champ sur l'environnement, sur le cadre de vie de l'humanité. Eh bien, Olivier, merci. Et il va être nécessaire de t'inviter à nouveau. Ton actualité pour terminer. L'actualité, c'est un retour de Syrie et de ma seconde patrie qui est le Kurdistan. Je suis revenu juste à temps pour le confinement et pour un essai à paraître. Mais entre-temps, j'ai un roman qui paraît qui s'appelle L'arrière-pays, qui se passe entre un arrière-pays imaginaire, qui est en fait les Alpes-Maritimes et la côte avec un grand C. C'est l'histoire d'un jeune berger qui descend sur la côte d'Azur, qui passe un doctorat de droit et qui va avec sa petite amie qui s'appelle Léna participer à la lutte pour la protection de l'environnement. Et donc, c'est à la fois une histoire d'amour et en même temps une intrigue policière. Un roman d'actualité. Et je rappelle quand même pour nos amis que l'année dernière, tu avais aussi publié le dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. Alors là, où tu parles d'ailleurs évidemment de ton mentor, mais en même temps de certaines de tes expériences. Enfin bon, c'est comme nous soutenons beaucoup dans notre cercle cette collection, donc je le rappelle, hein, le dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. Eh bien, Olivier, merci. Merci. Et puis, merci Christine. Alors, à très vite. Mes chers amis, vous aussi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite pour la prochaine émission. La parole aux écrivains.